Et donc l'idée, c'est un peu qu'on vous présente ce qu'on a fait, où est-ce qu'on arrive un peu au final, et quel était le rôle de notre formation, de l'université, pour en arriver là. Et donc, je vais juste commencer par me présenter. Je m'appelle Adrien, je suis actuellement business analyst chez Sopra Steria, et j'ai suivi un parcours d'informaticien à Polytech Lyon. Et donc, avec moi pour discuter un peu de nos parcours, donc il y a Yannick, je vais laisser et Sébastien, et du coup je vais les laisser chacun se présenter, et puis après n'hésitez surtout pas si vous avez des questions un peu sur les parcours, parce qu'on va parler un peu de notre formation, nos stages, qu'est-ce qu'on a fait après en premier emploi, et du coup n'hésitez pas à intervenir, à nous poser des questions si sur une thématique il y a quelque chose qui vous intéresse, et puis voilà, donc à toi l'honneur, Sébastien. Donc Sébastien Buffier, je dirige le service client à Innova Software, c'est une boîte d'informatique à Villeurbanne, juste à côté. J'ai fait la formation de Hélène Corté en biochimie, master pro biochimie. Et voilà, donc ça fait maintenant 10 ans que j'ai attaqué mon parcours professionnel. Et voilà. Ok, donc vas-y Yannick. Je suis Yannick Wanza, donc actuellement je travaille à Sogeti High-Tech, donc ici à Lyon. Donc je fais principalement de la conception et développement des programmes, tout ça. Donc on travaille spécialement pour le moment pour la SNCF, pour la rénovation des trains. J'expliquerai plus tard. Ok, si tu veux juste commencer par ton parcours universitaire, et puis après nous dire un peu les expériences que tu as eues en stage, et puis où est-ce que ça a débouché pour ton premier emploi? Donc effectivement, je suis arrivé en France en 2009 précisément. Donc j'ai fait un DUT génie électrique, informatique industrielle. C'était à Nancy. Et donc en 2011, j'ai eu mon diplôme DUT. Après, j'ai fait une licence professionnelle en automatisme liée à l'informatique industrielle. Et après ma licence, donc, je suis venu à Lyon pour faire un master E3I. Donc je ne sais pas actuellement, apparemment les noms ont changé, mais... Donc la formation E3I veut dire électronique, informatique. Voilà. Donc d'ailleurs ma responsable est juste à côté de moi. Donc voilà, et depuis 2014, je suis diplômé ici à l'Université de Lyon 1, la DOA. Ok. Je ne sais pas si tu veux parler tout de suite de tes stages ou si tu veux... Donc par rapport à mon DUT, j'ai fait un stage en Belgique parce que bon, j'avais trouvé le stage en Belgique, précisément à Arlon, dont l'objectif était de développer un système... c'est-à-dire, c'est un système anaérobie. C'est-à-dire que on a des capteurs qui permettent de mesurer la densité d'infiltration des eaux sur les sols. Donc c'est un projet qui était piloté par des étrangers, notamment en Inde. Et voilà. Donc le laboratoire était basé en Belgique. Donc mon stage s'est bien passé. D'ailleurs, donc il m'avait demandé de m'embaucher, mais vu que je voulais continuer mes études, donc c'est la raison dont j'ai répondu favorablement à leur demande. Et donc pour ma licence, j'ai été de nouveau à l'entreprise, donc en Belgique toujours, pour cette fois-ci développer un système respirométrique. C'est-à-dire qu'on a une bouteille, et une bouteille, il y a de la matière, donc des gaz. Et ce sont des tests qui durent un peu longtemps. Donc si on ne contrôle pas les gaz qui est dans la bouteille, ça peut exploser. Donc le rôle était de concevoir une carte électronique qui permet de mesurer la pression, évacuer la pression, et pour ensuite exploiter les résultats plus tard. Donc après mon stage, c'est la raison dont j'avais vu quand même, j'avais des possibilités à intégrer une formation à Lyon qui me permettait d'avoir une vision globale, c'est-à-dire de l'automatisme, de l'informatique, de l'électronique et surtout de l'électrotechnique. Parce que j'avais bien compris qu'aujourd'hui, pour se faire une place dans une entreprise, il faut être polyvalent.
Donc c'est la raison qui m'a poussé à venir faire le master là. Et donc par rapport à mon cursus pour le master, on a eu pas mal de projets, donc notamment on a développé un robot Trackster. Donc c'est les robots, en fait l'objectif était, quand il y a peut-être un sinistre ou quelque chose, on doit pouvoir dire au robot va dans tel endroit et identifie peut-être une chemise de couleur noire, rouge, ou peut-être identifie la voix d'une personne, les sons. Donc on a fait le robot dans ces sens. Donc le projet a été vraiment intéressant parce que juste après nous, il y a les étudiants qui sont venus après nous, donc ils ont continué ces projets-là. Et d'ailleurs, ces projets-là m'avaient permis aussi vraiment de pousser mes connaissances très très loin, parce que juste en parallèle, donc ça c'est vraiment un projet personnel. J'ai pu développer un projet, donc je me suis basé juste sur les robots, mais ça c'était beaucoup plus sur les GPS. Mais je vous expliquerai plus tard. Et donc, les gens qui veulent des détails, n'hésitez pas à m'arrêter après, comme ça on discutera dans les détails. Là, j'y donne vraiment des grandes lignes. Et donc, par rapport à mon stage des fins d'études, j'ai été à une entreprise qui s'appelle Lafal Industries, c'est au sud, précisément à Aix-en-Provence. Et dont l'objectif, c'était de développer en fait, c'était deux, et donc c'était de développer un système de paysage, c'est-à-dire on met des médicaments, parce que vous savez que les pilules des comprimés qu'on a, c'est bien pesé quelque part. Donc on pesait, on avait le poids et ça nous permettait de remplir directement les cartons par rapport au nombre des piluliers dans les cartons. Et le deuxième, c'était de développer un système data matrix. Vous voyez dans des cartons des médicaments, c'est marqué la date d'expiration, le numéro de lot, tout ça. Donc l'objectif était de faire une étude, développer les cahiers des charges et ensuite réaliser les projets. Juste après mon stage, donc j'ai été embauché à Paris pour travailler dans une petite boîte. On travaillait pour Peugeot, c'est-à-dire on faisait de la conception des calculateurs qui permet d'avoir toutes les informations en temps réel d'un véhicule. Et bon, j'ai pas duré là-bas parce que c'est un CDD, donc c'était un CDD de 3 mois. Et pendant que j'ai parti chez le client, donc le responsable qui était là, il m'a demandé si je pouvais signer un CDI dans une autre entreprise. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Par contre, là, j'ai fait autre chose. Donc, il a transmis mon CV à une entreprise qui s'appelle APAV. Je ne sais pas si vous connaissez. APAV, ils sont spécialisés dans tout ce qui est électrotechnique et mesure des risques. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la salle, on va venir voir que la lampe du classe 2, ça ne peut pas avoir des risques par rapport si on touche. Donc voilà, il y a des réglementations en France et ils sont spécialement là pour faire exécuter la loi. Et si vraiment ça ne va pas, ils font des PV pour que les entreprises se mettent en conforme selon la loi. Donc c'était vraiment autre chose, hein. C'était de l'électrotechnique. Juste pour faire une parenthèse, je vais dire après ma formation, après un master ou école d'ingénieur, juste pour vous dire que vous êtes capable à tout faire. Quand j'ai dit à tout faire, c'est-à-dire faire une étude sur quelque chose. Aujourd'hui, on a toutes les infos sur Internet. On peut y regarder et on peut y juger pour ensuite conclure. Donc, je faisais vraiment de l'électrotechnique pure et dure. Et après, la loi, au niveau de décret, il fallait maîtriser parce que j'allais chez les clients pour dire ce qui va et ce qui ne va pas. Pas selon moi, mais selon les décrets. Et c'est des choses que tu n'avais pas vu forcément à l'école, oui. Enfin, dans ton master, et que tu as pu en fait apprendre sur le tas et sans... Effectivement. Donc okay. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que ça fait 1 an et 5 mois que je suis chez Sogeti High Tech.
Donc, je travaille principalement sur la rénovation des trains. C'est-à-dire qu'actuellement, on a des trains qui roulent, mais derrière, il y a la maintenance. Et la maintenance, qui veut dire, on a des cartes électroniques dans le train. Il faut faire des programmes qui permettent de tester ces cartes électroniques. Et pour tester, il faut faire un programme derrière. Donc, du coup, je suis vraiment sur la partie informatique, donc soft et hard. Et actuellement, je suis principalement les référents sur les technicentres des Saint-Pierre-des-Corps. On a 3 technicentres actuellement, on travaille avec. Il y a un à Lille, il y a l'autre à Oulin et l'autre à Saint-Pierre-des-Corps. Et je suis les référents à Saint-Pierre-des-Corps avec mon collègue qui n'est pas là. C'est l'ancien aussi du master et 3i. Voilà. D'accord. Ok, j'ai des questions, mais on va laisser peut-être Sébastien aussi présenter un peu ce qu'il a fait. Et puis après, on pourra un peu voir en détail ce qui a fait que vous en êtes arrivé. Ça va être un peu plus rapide. En fait, j'ai commencé la formation d'Hélène Corté en 2002, il me semble. Donc ça remonte un peu. Formation de biochimie sur 5 ans. Bon, Corté, c'était plus master professionnel sur les dernières années. Je vais pas passer je vais passer sur les premiers stages parce que ça reste des stages en laboratoire assez basiques où on faisait des tests sur des réactifs, ce genre de choses. Le stage qui m'a un peu dirigé, c'était mon stage de dernière année justement du master d'Hélène, qui était alors bon, j'ai toujours voulu aller en entreprise privée, j'ai toujours allé vers le pro. C'est pour ça que j'ai fait un master pro et pas recherche. On a trouvé un stage dans une entreprise à Genève, à Plan-les-Ouates, Adex Pharmaceutical, qui a d'ailleurs déposé le bilan là, et une petite biotech de 200 personnes qui recherchaient, qui faisaient du HTS. Je ne sais pas s'il y a des biochimistes dans la salle ou des biologistes, mais c'était des tests de molécules sur le diabète de type 2. En fait, notre objectif, c'était de chercher une molécule pour stimuler l'insuline. On travaillait sur le récepteur, le GLP1, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais à longueur de journée, en fait, on faisait du HTS. On testait des milliers de molécules sur nos cellules pour voir si on avait potentiellement un drug candidate, et que ce drug candidate, on allait envoyer derrière en test en France sur des rats, qui était la division d'Adex qui faisait les tests précliniques, etc. Bon, ça m'a pas plu. Clairement, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout un scientifique chercheur. En fait, à la base, j'étais parti pour faire un peu de fondamental aussi. Et je me suis embrouillé. Et le laboratoire, c'était pas moi, c'était pas mon caractère. Certains professeurs m'ont dit déjà m'avaient dit en amont que j'étais plus dans un profil pour faire une école de commerce et ce genre de choses, et que je pouvais postuler pour une double compétence. Donc après 6 mois dans le stage, je me suis rendu compte que je voulais pas rester, et que c'est pas ce que je voulais continuer à faire. Donc j'ai postulé pour l'EM Lyon, où j'ai été pris, un master spécialisé en management de l'innovation et de la technologie, donc absolument rien à voir avec la biochimie et la biologie. Donc j'ai été pris parce que j'avais une formation en Bac+5, donc équivalent ingénieur. Et il y a différentes façons de rentrer dans ces masters spécialisés, mais il faut un diplôme Bac+5. C'est une formation sur 1 an, où là, pour le coup, j'ai voulu continuer à faire des stages à l'étranger et à continuer à l'étranger. Donc j'ai postulé pour un stage pour une boîte qui s'appelle Merck, que vous devez connaître, à Darmstadt en Allemagne, où j'ai plus bossé sur la mise en place de systèmes de gestion de l'innovation. Je ne sais pas si vous connaissez les systèmes de gestion de projet, un programme informatique où on rend tous les projets de l'entreprise et on les fait évoluer jusqu'à ce qu'on décide d'arrêter le projet parce qu'il coûte trop cher, ou on fait avancer jusqu'à la mise en place, peu importe. Pas rentrer trop dans les détails. Ça m'a bien plu, le milieu de l'informatique, le milieu de la pharma, je voulais rester dans le milieu de la pharma. Je me suis mis indépendant, j'ai trouvé une mission à Boston, aux États-Unis, pendant 6 mois, dans une boîte informatique qui faisait de la gestion d'innovation. Alors eux, c'était la boîte à idées des temps modernes. Vous voyez un peu, pas une petite feuille de papier que vous allez mettre dans une boîte aux lettres, mais c'est une façon de dynamiser l'innovation dans des grosses boîtes privées où les managers peuvent poster des problématiques sur un site web et l'ensemble des employés répondent avec des idées qu'ils ont, qui font avancer encore une fois dans un workflow d'évaluation jusqu'à la mise en place de l'idée. Donc ça m'a bien plu. Je suis rentré en France parce que Innova Software justement me proposait un poste en tant que consultant avant-vente. Alors encore plus rien à voir de ce que j'avais fait.
de là où je viens. Consultant avant-vente, c'était aider du coup les commerciaux à signer des contrats sur cette technologie justement, qui était une technologie de gestion des idées. C'était la même technologie mais d'une autre boîte. Donc j'ai accompagné les commerciaux pour présenter la valeur de cette application pour les prospects. Ça a bien marché. Je suis parti aux États-Unis où j'ai été chef de projet, donc j'avais la responsabilité de déployer la solution chez les clients. Je suis rentré en France où là, du coup, j'ai pris un poste plus de direction du service où j'aide. Du coup, j'ai un service de chef de projet et de consultant avant-vente. Consultant avant-vente qui travaille beaucoup avec les commerciaux et les chefs de projet qui s'assurent de la mise en place du programme informatique chez les clients. Donc voilà, complètement dans l'informatique aujourd'hui, alors qu'à la base, c'est pas ma formation. Et je fais du code aujourd'hui alors qu'à la base c'est pas ma formation, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, le background scientifique qu'on a après 5 ans d'études et surtout à l'université, c'est formateur, ça donne des réflexes et ça permet de faire beaucoup de choses. Ça permet de s'adapter, ça permet d'analyser, on verra tout à l'heure au business analyst, et de s'adapter. Et surtout à l'université dans le sens où c'est pas les formations ingénieurs un peu cadrées, un peu carrées, ça laisse plus de place à la créativité, à la prise d'initiative, à ce genre de choses que les boîtes aussi apprécient. Donc voilà mon parcours. Ok, merci. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions un peu sur les parcours ou pas? Non? Pas encore? Si, vas-y. Oui, pas de problème, ouais. Ok. Alors, donc, juste pour finir un peu le tour des présentations. Donc, je vous l'ai dit au début, moi, je suis diplômé de Polytech Lyon en informatique. Et donc, j'ai commencé, à la base, comme Yannick, en fait, en faisant un DUT génie électrique et informatique industrielle. Tout comme lui, j'ai fait mon stage de fin d'études et j'ai eu la chance d'aller chez Michelin faire de l'automatisme. Et en fait, un peu comme Sébastien, je me suis rendu compte que l'automatisme, c'était pas du tout ma tasse de thé. Donc, c'était le moment où il fallait faire les choix pour les poursuites d'études, parce que j'avais les capacités de poursuivre et j'avais envie de poursuivre. Et en fait, au lieu de partir dans ce qui me prédestinait plus dans un master en système industriel, en robotique et en électronique, je suis parti dans l'informatique de gestion à Polytech. Et du coup, j'ai redécouvert un nouveau monde en changeant de filière. Et grâce à mes stages, j'ai pu au final un peu choisir une spécialité qui va sûrement pas vous parler, qui s'appelle le business intelligence. Je sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'est l'informatique décisionnelle, c'est l'informatique qui sert à aider à prendre des décisions dans n'importe quelle entreprise. Et bon, la plupart du temps, on travaille à des très hauts niveaux. C'est plutôt on fait des programmes informatiques pour aider les managers, les responsables d'entreprise, responsables d'une usine de production, à voir un peu en temps réel tous les flux de stock de tout ce qu'il a dans son entreprise. Et puis après, de prendre des décisions pour améliorer un peu le fonctionnement de son entreprise. Et donc j'ai commencé par le business intelligence, donc c'était quelque chose qui me plaisait pendant mes cours, et je suis allé donc vers un stage de business intelligence. J'ai eu la chance donc de partir directement en clientèle. Donc moi je suis chez Soprasteria, donc qui est une société de services informatiques, et qui m'a donné l'opportunité de partir chez bioMérieux en clientèle directement, faire de la R&D sur un domaine biomédical que la dernière fois que j'avais fait de la biologie, c'était en seconde. Et donc, j'arrive sur un nouveau métier, parce que le business intelligence, j'avais vu ça en cours, mais quand on me présente le sujet de stage, je leur dis, voilà, tout ce que vous me présentez dans le sujet de stage, je vois de quoi ça parle, sauf que les logiciels, je les ai jamais utilisés. Et quand j'ai fait l'entretien avec le client pour qu'il accepte, chez bioMérieux, en tant que stagiaire, je lui ai dit tout ça. Et je lui ai dit, vous n'avez pas de crainte vis-à-vis du fait que je ne connaisse rien? Et il m'a dit, mais non, nous, ça ne pose pas de souci, vous inquiétez pas. En fait, on a eu des stagiaires comme vous toutes les précédentes années, et à chaque fois, ça s'est super bien passé. Et je me disais, ça va être compliqué. Donc, premier jour, je visite le laboratoire de R&D à bioMérieux. Je panne pas un mot de ce qu'on me raconte, je comprends rien, tous les termes techniques de la biologie. Je pense que c'est un peu comme quand tu as dû arriver, toi aussi, tu as quitté la biochimie pour arriver dans l'informatique, l'innovation. Il y a des trucs, c'est pas évident quand on nous en parle au premier abord. Et au final, après 2 mois de stage, je sors la tête de l'eau, je comprends tout ce qu'on me demande de faire et je deviens totalement autonome sur mon sujet.
Et donc là, à partir de là, bah, mon client était content, il fait savoir à ma boîte bah, fait un bilan avec moi au bout de 3 mois de stage, me dit à la fin du bilan, bah, on veut te proposer un CDI pour continuer chez nous. Et donc je me suis dit, bah, c'est super, je vais pouvoir continuer là-dedans, sauf que le monde de l'informatique est ce qu'il est, on change beaucoup. J'ai dû quitter pour ma mission d'après le domaine du biomédical pour m'orienter vers le transport. J'ai fait la SNCF, j'ai fait Volvo Trucks. Et au final, donc toujours comme dans la technologie business intelligence, parce qu'une fois qu'on est monté en compétence sur des choses technologiques, mais sur des sujets complexes, on aime bien quand même bah, aller plus loin, toujours plus loin. Et sauf que là, bah, la vie a décidé qu'à bout d'un moment, bah, je postule en fait, que je fasse une demande de mutation dans le sud de la France, à Sophia Antipolis, parce que j'avais ma compagne qui partait dans le sud de la France. Et en fait, on m'a dit, bah, il n'y a plus de business intelligence à Soprasteria dans le sud. Donc, bah, va falloir que, si tu veux avoir ta mutation, il va falloir qu'on trouve quelque chose. Et donc, c'est là où bah, j'ai eu la chance, pareil, dans mes expériences en business intelligence, de faire donc le travail de business analyst, mais quand même assez centré sur cette technologie, où en gros, business analyst, c'est quoi? C'est on a un client qui a des besoins, et on essaye de répondre à ses besoins en lui proposant une solution technique. Et après, le boulot de business analyst ne s'arrête pas là. En plus de proposer une solution donc à un client, avec des coûts, des délais et tout ce qui en suit. Après, on est là aussi pour piloter une équipe de développeurs, en gros pour expliquer bah, en langage technique ce que veut le client. Parce que le client, là actuellement, pour vous dire, hein, j'ai fait un grand écart, maintenant je suis au régime social des indépendants. Je travaille pour les régimes de retraite, donc ça n'a totalement rien à voir avec tout ce que j'ai fait avant. Et pourtant, bah, grâce un peu à toutes les expériences bah, au fil de mes études et aussi au fil de mes stages, eh ben, on apprend à s'adapter assez rapidement. Et là maintenant, bah, je rédige des spécifications logicielles sur le régime de retraite et le logiciel qui va gérer les retraites et les retraites peut-être de gens que vous connaissez, qui est actuellement en place hein, et qu'ils essayent d'améliorer au fur et à mesure. Et donc bah, tout ça pour dire que bah, au final, on part bah, de quelque chose d'assez au final spécifique, un peu spécialisé quand on est dans nos études, sauf que ça nous permet de faire quoi? D'apprendre à savoir gérer des problèmes avec pas mal d'abstractions et après d'être confronté à différents types de problèmes et savoir y répondre. Et donc c'est ce que fait en fait le boulot de business analyst au quotidien. Moi je trouve que c'est exactement ce qu'on m'a appris à faire quand j'étais dans ma formation d'ingénieur à Polytech. C'était, bah voilà, il y a un problème complexe, on te donne des cours sur une thématique hyper complexe. J'ai fait des trucs sur l'intelligence artificielle, sur le big data. On n'y connaît rien au début, on arrive, on se fait former, puis en fait, au bout d'un moment, on arrive à prendre du recul, à comprendre la complexité du problème, de l'appréhender, puis au final, répondre aux questions qu'on nous demande de répondre. Et donc, même en entreprise, ça marche comme ça, et au final, on arrive à faire pas mal de choses différentes. Alors, pour continuer un peu, parce que bon, maintenant... je me suis présenté. Du coup, toi, Yannick, au final, ça avait quand même pas mal... toi, tu as l'air d'avoir quand même un chemin qui était plutôt bien tracé. Tous tes stages allaient toujours dans le même sens. En gros, t'ont guidé vers le métier que tu fais actuellement. Effectivement. Depuis le stage de DUT ou tu as essayé des stages, comme disait Sébastien, ou lui Bah non, j'ai vraiment pas essayé des gauche à droite. Après, le problème que peut-être j'ai pu rencontrer, c'était en fait, quand tu cherches un stage, vu qu'il y a beaucoup de candidats qui veulent le stage, j'étais prêt à dire oui à tout. Quand j'ai dit tout, c'est-à-dire que j'arrive, est-ce que vous maîtrisez ça? Ah bah oui. J'étais obligé, à un moment donné, j'étais prêt pour faire face aux choses que j'allais rencontrer. Donc, ce qui fait que quand j'ai commencé mon stage, le maître des stages ne connaissait pas forcément ce que je vais faire. Donc, au début, c'est pour ça que j'ai parlé des études de faisabilité, parce que c'est moi qui faisais l'étude de ce que je dois faire. Donc, j'étais quasiment livré à moi-même. Donc c'était bien et pas bien. Pourquoi? Parce que quand j'arrivais à un moment donné, je suis stoppé, bah, j'avais que ma tête et Google, mon ami, pour trouver des solutions. C'est compliqué, ouais. Mais quelque part, ça a forgé quand même mon comportement parce que mon premier stage de DUT, c'était un petit peu dur parce qu'au lieu de travailler 8 heures, des fois je travaillais 12 heures, je rentrais chez moi, ma mère me disait « mais toi tu vas devenir fou ». Et le samedi, j'appelais des amis
On discutait sur des sujets, donc au lieu de discuter peut-être du FIFA, les samedis on discute un sujet, comment on fait ça. Ce qui fait que aujourd'hui j'ai des matériels, des oscillos, des tout chez moi, parce que je faisais mes tests chez moi pour ensuite apporter la solution. Vu que devant mon tuteur, je disais que je maîtrisais. Donc derrière, je ne pouvais pas venir lui demander comment on fait ça, parce que quelqu'un, quelque part, c'était revenir sur ces mots. Donc voilà. Okay. Ok, ouais, c'est super intéressant. Mais oui, mais c'est un peu ça, je pense, on est tous un peu confrontés là-dessus, à ce genre de problème. Au bout d'un moment, quand on ne sait pas, il faut se débrouiller. Donc je sais pas, après, toi, Sébastien, pareil pour tes stages, donc toi, ça t'a, vu que tu as arrêté par rapport à la biochimie, après, au final, est-ce que ça a pu t'aider à un moment donné? Ou ce que tu as fait, parce que tu disais que tu faisais des stages à l'EM Lyon aussi? T'as fait des stages? Non, les stages m'ont permis de me rendre compte de ce que je voulais faire et ne pas faire, déjà. Et pas faire de plus faire de sciences. Et après, bon, les stages, une fois que je suis allé à l'EM Lyon, c'est, comme tu l'as dit, c'est l'opportunité. Donc, on est en double formation, double compétence, on ne sait pas trop comment on se positionne. Est-ce que c'est la première compétence qu'on vend parce que c'est 50 sciences, versus un an à l'EM Lyon sur la gestion de l'innovation? Faut le dire, c'est un peu bullshit quelque part parce que bon, ça veut tout et rien dire. Donc, est-ce qu'on a acquis vraiment une double compétence? Et oui, il y a des opportunités qui sont présentées. Une qui m'a paru intéressante parce que c'était dans la pharma, c'était chez Merck, c'était en Allemagne, à l'étranger. J'ai toujours voulu faire un parcours un peu international. Puis parce que le sujet avait l'air intéressant. Et comme tu dis, je connaissais absolument rien. Je suis arrivé et au bout d'un mois, j'étais un peu autonome. Et j'ai commencé à me plaire. Et à partir de là, par contre, oui, j'ai eu une ligne directive. C'est pour ça que je suis parti en Allemagne en tant que consultant indépendant, enfin aux États-Unis en tant que consultant indépendant. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai mis en place un business plan en fait pour cette boîte pour attaquer le secteur pharma. En fait, après, je suis toujours resté dans la pharma informatique. Et à partir de là, c'était clair. Mais j'ai mis 6 ans avant que ce soit clair. Donc du coup, tous les stages que j'ai fait avant, ils ont toujours été un peu à droite, à gauche. Et oui, c'était pour essayer, hein, mais c'est aussi, voilà. C'est aussi pour ça les stages, hein, c'est pour essayer de voir. Enfin ouais, moi c'est pareil, quand j'étais chez Michelin, l'automatisme, je pense que je ne reverrai plus après. Et puis au final, après des fois on se retrouve quand même un peu confronté. Je pense, si tu es quand même dans la pharma, c'est qu'il y a quand même toujours un peu un reste de ton parcours aussi dans ce que tu fais au quotidien. Oui, aux échanges au quotidien. Quand on vend, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un CRM, donc un outil informatique pour structurer les échanges que les boîtes pharma ont entre elles et avec les petites entreprises de biotechnologie. Du coup, je suis sans arrêt en train de... Enfin, j'échange énormément avec des business développeurs qui sont, eux, à la base, des chercheurs, tous, qui ont tous un PhD avec 5 à 10 ans, 15 ans de recherche. Donc effectivement, ça nous permet de au moins parler science et autres. Maintenant, ça m'aide pas vraiment au quotidien dans mon métier, mais ça m'aide à tisser un relationnel avec les clients. Et ça, c'est une partie qui est très forte et qui me permet aujourd'hui d'être là où je suis et que ça se passe bien. Ouais. Oui, tout à fait d'accord. Moi, c'est pareil sur le côté informatique industriel. Moi, quand je suis parti après en informatique de gestion, au final, mes premiers clients qu'on m'a présentés, c'était quand même de l'industrie. Biomérieux, même si c'était du biomédical, ça restait de l'industrie. Hein. Sur Lyon, ils ont un nombre d'usines incalculable. Et c'est parce que je savais ce que c'était aussi l'industrie que mon profil leur avait plu à la base. Et que la double compétence, en fait, au final... on en sort toujours quelque chose, quoi. Et c'est pareil, Volvo, mon client, la même chose, hein, quand on leur dit que j'ai une expérience chez Michelin, même si c'était qu'un petit stage en DUT, au final, j'ai vu ce que c'était une très grosse boîte et ce qui était possible de faire dans d'autres entreprises que la leur. Et eux, juste ça, par la diversité et puis par la vie extérieure que ça peut leur apporter, ça les intéresse, en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, là... Sur les parcours en particulier. Ouais, dis-moi. Comment ça sera possible pour après le master, par exemple, avoir un possible Je pense que sans avoir d'expérience, c'est ça ta question, c'est... Ah, sans avoir fait de stage avant, c'est ça, parce que tu es dans un parcours physique.
Après, le stage, normalement, de toute façon, le stage, le but, hein, c'est quand même aussi d'apprendre. Hein. Normalement, on ne doit pas remplacer un employé quand on fait un stage. Et normalement, on doit nous laisser notre chance. Alors, je ne sais pas, ton premier stage, quelle sera la durée, mais en fonction des durées, il y a besoin de faire... Enfin, nous, comme on fonctionne à Polytech, on a des stages... avant, qui étaient des stages de découverte, où en fait on va découvrir un milieu pendant 1 ou 2 mois. Après aussi, il y a des stages plus longs, où là c'est sûr, les stages plus longs, c'est bien d'avoir un peu d'expérience, mais au final, c'est ce qu'on disait, hein, même sans avoir forcément d'expérience significative, à partir du moment où on montre que on a l'envie et qu'on a un minimum de connaissances sur le sujet qu'on veut aborder, ça peut marcher. Hein. Là, dans les expériences, dans les retours d'expérience qu'on a au niveau de l'association des anciens de Polytech, en stage de 4e année, il y a des étudiants qui nous disent moi, j'ai jamais fait de stage aussi auparavant, j'étais en prépa, et en fait, en 3e année, maintenant, il n'y a plus de stage à Polytech. En 3e année après le bac, ils n'ont toujours pas fait de stage, ils arrivent en 4e année, on leur met 6 mois de stage. Eh ben, ils arrivent quand même à trouver des jobs, on peut trouver à peu près dans tout, et après, je pense que c'est les deux parcours un peu qu'on a, les deux types de parcours qu'on a ici. Soit tu fais un parcours pour un peu essayer de voir qu'est-ce qui pourrait te plaire, ou sinon tu sais un peu déjà la ligne directrice que tu veux avoir, et là tu choisis vraiment un stage qui va dans la ligne directrice, quoi. Mais pour moi, c'est pas un blocage, hein. La plupart du temps, ça n'empêche pas. En fait, on a beaucoup d'appréhension sur les stages, et comme en fait on l'a dit. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Moi, je pense surtout, après, le principal, c'est juste que si tu as des bases, après, tu peux tout faire. Il faut juste t'armer de patience. Pendant que les autres vont dormir, toi, tu vas chercher un petit peu. Et les lendemains, tu reviendras compétent. Ah, c'est ça, il a dit un fort conseil. Hein. Et il ne faut pas avoir peur aussi, même si au début, c'est dur d'appréhender tout ce qu'on nous demande en stage, mais on arrive dans un nouveau monde, et il faut le temps de s'adapter, il faut le temps de tout comprendre, mais pour l'instant, moi, de toute l'expérience que j'ai eue, à chaque fois, je suis arrivé à m'adapter et à comprendre ce qu'on me demandait au final, quoi. Il faut juste jamais lâcher prise pour moi. C'est intéressant comme question, parce que moi, je suis en train d'embaucher des stagiaires, justement, en ce moment. Je suis bluffé, des fois. Les personnes ne se renseignent pas sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils ont vu une offre de stage, ils se présentent, ils font leur speech, ils connaissent rien de la boîte, ils connaissent rien des personnes qu'ils ont en face, et pour moi, ça dit clairement qu'ils ne vont pas s'impliquer, ils ne sont pas intéressés, et c'est un très mauvais signe. Donc cela, on ne les rappelle jamais, on les rappelle en disant qu'on ne les retient pas. Par contre, je suis aussi des fois étonné parce que la personne a réussi à avoir des informations sur notre site web que nous, on ne savait même pas présentes. Elles nous connaissent, elles savent réagir quand il faut par rapport à une situation spécifique, à l'écoute de la personne qui est en face, et pas juste je déballe mon speech et mes connaissances et autres. Et c'est ce savoir-être qu'on recherche aujourd'hui énormément. Alors ça... Dans mon domaine, ça a plus d'importance parce que je ne cherche pas un ingénieur vraiment précis sur un sujet vraiment précis, un chef de projet qui fasse du XML et qui fasse des workshops avec des clients et des formations. Donc j'ai un scope un peu plus large que certains recruteurs, mais ce savoir-être, il est important. Et la façon dont vous allez connecter avec la personne, même si aujourd'hui vous savez pas, vous pensez que vous n'avez pas les compétences de le faire, si vous avez un minimum de background, ce que vous avez de par votre formation, que vous arrivez à être convaincant et à être humble en disant peut-être oui, ça je sais pas le faire, mais je pense que j'ai la capacité de l'apprendre et de le faire rapidement, que vous renseignez vraiment sur la boîte, vous travaillez votre entretien, hein, ça prend du temps, hein, et oui, vous avez plus de probabilité d'être pris. Si vous avez une ligne directive comme tu l'as dit, continuez sur cette ligne directive en restant toujours un peu ouvert quand même. Je suis aussi étonné des fois de personnes qui viennent et qui disent ah oui, j'habite à Villeurbanne et je cherchais une boîte à Villeurbanne. Je dis mais et t'es motivé par ton métier, t'as envie de faire quoi, non, ça montre pas que la personne est ouverte. Des fois on va être obligé de l'envoyer à l'autre bout du monde en Inde. Moi, je me dis non, s'il veut rester à Villeurbanne parce qu'il veut rester à Villeurbanne, je ne peux pas pouvoir l'envoyer. Non, il faut être quand même flexible, montrer cette flexibilité. Voilà, moi c'est ouais, tout à fait. Merci. Alors il y a deux. Ouais. Ouais, si c'est en rapport avec la question, qu'on en parle tout de suite. Ouais.
Par contre, quelle énergie faut-il mettre pour trouver un stage? Effectivement, il ne faut pas attendre que le responsable de formation nous donne le stage, ou se présenter en disant après, il faut certainement développer une certaine énergie, donc certains étudiants peut-être plus que d'autres. Après, sur un parcours qui est non linéaire, si on passe de la physique électronique, après, il faut être conscient soi-même, c'est une richesse, il faut le vendre comme une richesse. J'ai vu d'autres choses et je me suis orientée vers ça. Le cursus linéaire, ça peut être une force, mais il y a le cursus non linéaire, ça peut être aussi vendu comme une force. Donc en fait, il faut vous vendre positivement par rapport à votre parcours, une certaine énergie, une volonté, peut-être multiplier les courriers si vous avez des refus, il y a toujours des refus. Ouais, c'est ça, faut pas décourager. On avait une conférence nous, avec les anciens de Polytech sur l'international, et ils nous disaient plus de 50 refus, et après ils ont leur stage à l'international, et c'est ça. Il suffit qu'il y ait juste 1 sur les 50 et ça marche, quoi. Tu avais une question, ouais? Par rapport au fait d'être employé dans la boîte, de demander une lettre de recommandation, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut le demander au début? Est-ce qu'il faut qu'il soit au courant qu'on embrouille le maître de stage? Comment ça se négocie? Moi, de mon point de vue, je veux dire, après, je pense que chacun dira un peu son avis. Moi, personnellement, à chaque fois que j'en ai eu besoin, c'est une fois que la mission était passée. Normalement, tu demandes une lettre de recommandation quand ça se passe bien. Du coup, moi, j'ai toujours eu des bonnes relations avec mes anciens maîtres de stage ou les anciennes entreprises dans lesquelles j'étais. Et à partir de là, j'ai juste à leur demander poliment, et puis ils le font, et voilà. Tu avais saisi l'importance de ça et tu t'en es servi? Le fait d'avoir des recommandations? Non, pas forcément. Enfin, c'était plutôt, je suis allé dans un stage en me disant je vais m'impliquer, je vois comment ça se passe, et au final, souvent ça s'est super bien fini. Et donc, je demande quand je demande une lettre de recommandation, quand j'en ai besoin pour postuler, pour des entreprises, eh ben, je l'ai eu assez simplement en fait. Mais c'est une relation de confiance. Moi, c'était une relation comme ça. La lettre de recommandation, en fait, elle est uniquement là pour témoigner que tout s'est bien passé, quoi. Exactement. Ouais. Je sais pas si vous en avez fait, vous, lettre de recommandation? Moi, j'appelle les anciens employeurs, alors pas pour des stages, clairement, mais pour des postes, oui. Des fois, j'en éprouve pas le besoin parce que le LinkedIn est vraiment bien complet et les recommandations sont déjà intégrées sur LinkedIn, des précédents managers ou des précédents collègues, peu importe le niveau. Donc on voit que oui, il y a une confiance, cette personne donne confiance. Après oui, si c'est des postes à responsabilité ou autre, ce qui viendra plus tard je pense, là oui on appelle les précédents employeurs. Mais stage ou des premiers emplois, oui ça reste un plus d'avoir un LinkedIn. Moi c'est comme ça que je me suis vendu sur ma boîte en tant qu'indépendant à Boston. J'avais une dizaine de recommandations de mes précédents collaborateurs et managers, et ça m'a permis en tout cas de décrocher un meeting et d'y aller. Mais bon, au début je pense pas que ça soit clé. Au début du parcours. Après, pardon, juste pour finir, moi ce que j'ai déjà vu sur... alors je sais pas si c'est recommandé aussi, hein, mais ce que j'ai déjà vu, moi c'était des personnes qui me demandaient l'autorisation dès la fin de la mission de mettre le nom et le prénom de la personne, et puis après qui était responsable. Comme ça, dès sur le CV, en fait, s'ils veulent les joindre, c'est ce qu'on dit, hein, il y a les réseaux, il y a LinkedIn, il y a toujours possibilité de joindre. Et là, moi sur Lyon aussi, pareil, sur la petite expérience que j'ai eue, dans mon domaine qui était la business intelligence, c'est que tout le monde se connaît et qu'en fait, même des fois les lettres de recommandation, c'est ça, hein, dès le premier emploi, ils en ont pas besoin parce qu'en fait ils se parlent déjà tous entre eux, ils se voient typiquement à des forums qu'on voit aujourd'hui ou à des réunions sur un sujet particulier, et s'ils ont quelque chose à demander, en fait ils ont déjà souvent les contacts, et ça peut se passer comme ça. Moi je pense que la lettre des recommandations c'est un plus, mais ça ne veut rien dire. Bon, après, actuellement, je n'ai pas encore recruté des personnes en CDI, mais pour les stagiaires, je pense que la plupart des stagiaires que j'ai eu l'entretien, c'est parce que le CV me parlait déjà. Et même si l'ancien tuteur marque que la personne est ouverte, tout ça, ça va se voir à l'entretien. S'il me dit que tu es ouverte et qu'en face, tu es refermé, ça ne veut rien dire.
Donc si tu es déjà convoqué pour un entretien, la lettre de recommandation, ça ne veut rien dire. Et même la plupart des temps, quand on envoie ça, c'est poubelle. Hein. Moi, ici, la semaine dernière, j'ai eu une recommandation de la part d'un ami, parce que c'est un ami que je connais très bien, il est à Paris, on s'est appelé. Il m'a dit, ouais, effectivement, la personne, j'ai recommandé parce qu'il m'est demandé souvent, mais après, je ne suis pas garant. Il a quand même fait la lettre, mais derrière, il m'a dit qu'il n'est pas garant. Du coup, tout de suite, j'ai compris qu'il fallait... c'est l'entretien que je vais faire avec la personne et qui sera un point de repère. Voilà. Ok, vas-y. Sur nos choix. Je sais pas... Qui c'est qui veut répondre? Allez. À l'EM, on en parlera tout à l'heure, et pour le dire vulgairement, vraiment nous bourre le mou, vous valez beaucoup, vous valez tant, allez-y, demandez tant. Je me suis retrouvé à mes premiers entretiens à demander, je ne sais plus combien je demandais 45K. Je sortais à peine de l'EM, je demandais 45K. Et ils me regardaient, ok, d'accord. Bon, j'ai terminé, je crois, mon premier salaire était à 36, donc c'était bien loin de la réalité, mais bien loin de ce qu'on me demandait, de ce que l'EM, parce que c'est une école qui forcément monte dans les classifications par rapport au nombre, par rapport à la moyenne des salaires des étudiants qui sortent. C'est un des critères. Moi je dis c'est pas l'important, c'est vraiment pas l'important, surtout sur les premières années. Vous faites 3 ans d'expérience, avant 3 ans d'expérience professionnelle, vous n'avez pas d'expérience professionnelle. En tout cas, on ne considère pas comme une vraie expérience. Tous les CV que je vois pour des postes, même des postes juniors, c'est 3 ans d'expérience, et je ne pense pas être le seul. Oui, le salaire, c'est un salaire de junior, c'est un salaire de junior. Après, si vous voulez avoir une grosse augmentation, peut-être que c'est des petites boîtes qui vous permettront pas d'avoir cette augmentation, et au bout de 3 ans, vous avez votre expérience, vous avez eu un petit salaire pendant 3 ans, vous passez dans une autre boîte, vous allez vous vendre, parce que vous vendez votre expérience professionnelle, et là, vous pouvez négocier un gros salaire, ou un salaire important. De toute façon, c'est comme ça qu'on augmente généralement. Alors, on augmente en interne, avec des augmentations de 2-3%. Souvent, en interne, c'est moins important que ce qu'on a en... C'est moins important, à part des changements de rôle et autres, ouais. Mais en changement de boîte, ça le fait. Faut pas être trop exigeant, et faut pas se sous-vendre non plus. Vous avez une expertise, vous avez voilà, vous aurez une valeur ajoutée dans l'entreprise, et il ne faut pas accepter n'importe quoi. À contrario, j'ai une amie qui a un PhD et qui a accepté dans une boîte privée chimie à Solvay un salaire à 32K, alors qu'elle est PhD avec un bac +8. Là, pour le coup, je trouve qu'elle n'aurait pas dû accepter. Parce que, c'est une boîte privée, on sait qu'ils ont les moyens. Après, voilà, il faut voir par rapport aussi à l'entreprise à laquelle vous postulez. Mais bon. Après, moi, je dirais plutôt, moi, j'étais confronté au cas que tu as dit pour ton ami. Quand on est à la recherche d'un emploi, je vais dire, on veut forcément, après, je ne sais pas, chacun son comportement. Moi, quand je veux quelque chose, je me donne les moyens pour obtenir la chose. Une fois que j'ai la chose, après, je vais voir ce que je vais faire de la chose. Donc, j'ai été à Paris. Pour ma première expérience, c'était 30K. Sachant que c'était Paris. Mais sauf que ça n'a pas duré longtemps, 3 mois. J'ai quitté l'entreprise pour autre chose. C'est une fois qu'on rentre dans les cercles pour les jobs, là, on ne peut plus ressortir. Mais le difficile, en fait, en quelque sorte, entre nous, on s'est dit, les pigeons qui vont m'embaucher, après, ça y est, je vole, je vais partout. Aujourd'hui, à Sogeti, vu qu'ils ont vu que j'étais déjà quelque part, et pour faire débaucher une personne, ils mettent les moyens qu'il faut. Or, si je venais tout seul comme ça, je ne pense pas que j'allais avoir la paye que j'ai maintenant. Donc, il faut... Oui. Être un petit peu déjà dans le réseau. Voilà. Pour moi, je me dis... Rentrer, peu importe, après, on ne va pas vous dire vous travaillez pour 100 €, ça c'est abusé. Mais si déjà, au lieu de, si vous valez 36K, on vous propose 30 000, dans mon cas, si j'ai jamais travaillé, je vais prendre. Pourquoi? Parce que ça me fait de l'expérience. Demain, pendant que je travaille, j'observe et je cherche d'autres jobs. Mais là, ça me permet déjà d'être tranquille dans ma tête, parce qu'aujourd'hui, on va se dire les choses en vrai, si on n'a rien, on ne peut rien faire.
Il fallait quand même au moins déjà avoir à s'acheter des habits, à manger, les logements, tout ça. Donc il fallait quand même une sécurité. À partir de là, on va maintenant voir les choses normales. Pour les... Moi, je dirais 30 000. Après, sur le master en particulier? Le master. Les minimums, moi, je dirais 30 000. Pourquoi? Après, peut-être c'est que j'ai eu, après, peut-être des autres, ils vont vous dire le minimum 32 000, 33 000, ça dépend de la personne et ça dépend de l'opportunité. Si tu fais un stage à la fin, on te demande et tu veux qu'on t'embauche, ils ont quand même eu le temps d'observer tes compétences. Donc là, tu peux t'imposer. Tu te dis, ben, moi, 30 000, sinon, 33 000, sinon, je ne prends pas. Mais si on vient chercher, déjà, on ne sait pas ce que vous valez. On ne sait pas comment vous allez vous comporter. Donc, eux, ils se disent que... Mais eux, en fait, selon la réglementation, et ils ont des fourchettes des salaires qui ne peuvent pas aller au-delà ou en dessous. Donc voilà. Et ils ne vont pas vous proposer 100 € parce qu'ils savent qu'en fait, il y a une fourchette. Un ingénieur doit peut-être avoir entre 30 000 et 36 000. Donc ils ne vont pas vous dire 29 000. Après, si la personne n'est pas conforme à la loi, oui. Donc si c'est qu'on vous propose, vous voyez par rapport aux choses que vous avez en face de vous. Ouais. Après, il y a des gens qui arrivent à être coincés. Hein, à 28 000, ils disent « ouais, je prends ». Ça, c'est cri de détresse, mais bon, ça n'arrive pas souvent. Moi, en tout cas, dans mon cas, si j'avais rien, on me propose 28 000, je vais prendre. Mais au-delà, je cherche à côté. Parce que c'est toujours une... Quand on vient chez un client ou dans une entreprise, on s'est dit je travaille déjà à côté, mais je vais venir chez vous. Déjà, ça montre l'intérêt qu'on porte pour l'entreprise et de notre volonté qu'on veut apporter des connaissances à l'entreprise ou on veut peut-être bénéficier, je ne sais pas quoi. Donc, c'est plus facile de se dire, je travaille ailleurs, je vais venir chez vous, que de dire, je quitte la maison pour venir chez vous. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Je suis tout à fait d'accord. Donc, moi, je rentre déjà. Peu importe, je rentre et après on va réfléchir à la... Ouais. Et la première porte d'entrée, ça peut être le stage de fin d'études. Hein. Moi, quand j'ai eu ma proposition de CDI, j'ai refusé de la signer dans les délais qu'ils me demandaient. Et en fait, le truc, pourquoi? C'est parce que je faisais des entretiens à côté. Et honnêtement, c'était ça. Hein. J'étais déjà dans le système. En plus, quand on est quand même dans le monde de l'entreprise, notamment, on travaille avec pas mal d'entreprises. Et au final, moi, j'ai eu des propositions d'emploi avec d'autres prestataires avec qui je travaillais. Et au final, à force de faire des entreprises, en fait, ça permet vraiment de cibler ce qu'on veut. Et en fait, même sur le salaire, moi, franchement, j'avais eu des propositions qui étaient bien au-dessus. Parce que, pareil, comme j'avais déjà une proposition de CDI, je me dis, je vais aller au-delà de la proposition financière qu'on m'a déjà faite. Et au final, ils m'ont toujours dit, à chaque fois, ah ouais, mais là, c'est pas dans nos critères. Et en fait, les seules entreprises, les deux entreprises qui avaient vraiment envie que je vienne chez eux, en fait, après réflexion, au début, ils me disent, alors je ne sais pas si vous allez être confrontés, parce que moi c'est l'informatique, c'est ça, c'est les sociétés de services, ils m'avaient dit, nous on recrute sur profil et on ne recrute pas sur un poste, alors que moi, ce qui faisait que j'avais peut-être envie de changer, c'est que je ne savais pas à quelle sauce j'allais être mangé dans mon entreprise, donc je me suis dit, changer pour quelque chose où je ne sais pas encore ce que je vais faire. Non, donc là je postule chez vous pour un poste. Est-ce que vous avez un poste? Donc j'avais des critères, je leur avais dit mes critères. Et après pareil sur le salaire, je leur avais dit voilà mon critère c'est ça, c'est 2004 plus que ce qu'on m'avait proposé avant. Et au final, à chaque fois au début ils me disaient non, on n'est pas trop d'accord. Et en fait après réflexion, ils me rappellent au final on en a discuté, votre profil nous intéresse vraiment et on vous fait les propositions que vous nous avez demandées, quoi. Donc je pense que c'est ça qui est important, c'est de déjà être sûr d'avoir quelque chose et puis après voir si on peut aller au-delà, quoi. Et le stage, pour moi, le stage de fin d'études, ça a permis vraiment de faire ça. J'avais 3 mois et du coup, sauf que donc j'ai signé au final dans la boîte chez qui j'avais fait mon stage, même si j'avais pas signé dans les délais impartis. Autant vous dire que quand je leur ai dit ouais finalement j'ai pris ma décision, est-ce que la proposition tient toujours? Et ils ont même pas réfléchi, ils m'ont dit oui vas-y viens dans le bureau des RH et on va en parler. Voilà. Après, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'est un peu trompé. Grosse boîte. Il a voulu négocier. Il lui proposait, en tant qu'ingénieur électronicien,
en Allemagne. Il demandait 37, il lui donnait 34. Premier job, hein, il avait fini son stage. Ils se sont embrouillés parce qu'au final, eux, ils ont des fourchettes et ils ne pouvaient pas négocier, ils ne pouvaient pas aller au-delà. Ils ne pouvaient pas aller au-delà de 35, donc ils lui ont proposé 35, ça ne lui est pas allé. Et les personnes ont dit qu'il était beaucoup trop près de l'argent et pas assez du métier, de la passion, de ce qu'il allait produire pour l'entreprise. Il n'est pas allé plus loin, il a regretté. La fois suivante, il a moins négocié. Donc, comme je l'ai dit, ou comme Yannick l'a dit, il faut rentrer. Et après, une fois que vous êtes dedans. Ouais, c'est clair aussi, c'est un critère, on n'en a peut-être pas trop parlé, mais ce qui est important aussi, c'est de faire ce qui vous plaît. Moi, au final, pour vous dire, j'ai refusé les offres qu'on me proposait avec plus d'argent, parce qu'au final, j'ai accepté pour une entreprise qui me faisait déjà confiance, et où je savais que j'étais dans un environnement qui, pour moi, était important. Et franchement, pour l'instant, toutes les missions que j'ai faites, ce qui était pour moi le plus important dans les missions où j'ai voulu rester sur des missions longues, c'est pas là où on me proposait plus d'argent, c'était surtout là où j'arrivais à m'épanouir le plus dans le domaine, dans ce que je voulais faire, et aussi l'équipe dans laquelle je travaillais, qui était pareil, on va dire bienveillante et qui donne envie de se lever tous les matins, parce que c'est ça quand même, le boulot, ça représente la majeure partie de notre temps. Si on n'a pas envie de se lever tous les jours pour faire ce qu'on va faire, c'est compliqué après de travailler bien et puis d'aller dans le sens de toute l'entreprise, du collectif. Il y avait une autre question aussi. C'est bon ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que ça dépend. T'es dans quel domaine, toi ? Mécanique. Je pense après, c'est peut-être spécifique un peu à chaque domaine. Ouais. Qui sont pas si utilisés que ça. Alors, je pense que je vais être d'accord. Après, la formation, le temps, c'est de l'argent. Dans l'informatique, on a des langages propriétaires et des langages que tout le monde utilise. Donc, si tu arrives dans une entreprise et qu'il y a un logiciel que tu ne sais pas utiliser ou tu n'as jamais vu, sinon on se renseigne, il y a des tutoriels. Si vraiment il n'y a pas, je prends mon exemple. Actuellement, j'ai mes programmes que j'ai fait pour tester des cartes électroniques sur des trains, c'est sur un langage Teradin. Et tu tapes sur Internet, tu trouves rien. Tu trouves rien. Donc derrière, où on te donne la doc, ça fait au moins 6000 pages, tu nages dedans. Donc où tu peux demander, souvent quand tu arrives en tant que stagiaire, on doit quand même t'initier, donc on va te faire une formation, même si tu ne verras pas tout, mais tu verras au moins l'essentiel. Moi, ce que j'ai fait avec mes stagiaires aujourd'hui, j'ai fait 2 semaines de formation sur le langage Teradin. Et après, dans 2 semaines, on n'a pas le temps de voir 6000 pages. Je vous donne l'essentiel et on avance au fur et à mesure. Il y a même des remarques qu'ils m'ont fait que moi, je n'avais pas vu la chose comme ça. Donc, ils m'ont dit finalement, au lieu de faire ça, et avec ce que vous nous avez montré, et on a lu la doc, donc du coup, il faut faire ça. Donc, je pense que même si on vous montre, on ne vous montrera pas exactement parce que chacun a sa touche perso qu'il rajoute sur quelque chose. Mais des fois, le stagiaire peut mieux voir la chose que la personne qui utilise. Voilà. Mais ça, moi, j'ai un peu le même avis. Des fois, on idéalise aussi la formation. Moi, quand j'ai commencé mes stages, on m'a souvent fait des présentations rapides des outils, des technologies, et on me dit, voilà, de toute façon, là, tu as un travail à faire. Au début, on va te laisser un peu plus de temps pour te former, monter en compétences dessus. Et au final, moi, c'est vrai que j'ai souvent idéalisé les formations. Et après coup, quand je vois que je suis monté en compétence tout seul, ou souvent, ce qui est important aussi, c'est de voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être une personne ressource à côté de toi pour t'aider un peu, guider, pas rester à côté de toi tout le temps, mais pour te donner les informations quand on a besoin. Quand au bout d'un moment, tu as assez cherché et que tu n'y arrives pas, je trouve que ça change un peu le point de vue sur la place de la formation sur des technologies ou des logiciels que tu n'as jamais vus. À partir du moment où tu peux avoir un petit peu d'aide, la formation, pour moi, elle n'est pas indispensable. Après, si tu pars vraiment de rien et qu'il n'y a personne pour t'aider, il y a peut-être un minimum de demander.
Soyez honnête, hein. De toute façon, dites, effectivement, c'est pas exactement le même programme, mais de toute façon, bon, vous avez les bases scientifiques pour l'utiliser, ça reste quand même dans la même logique, j'imagine. Ben oui, je l'ai pas utilisé, par contre, je pense que j'ai les compétences pour m'adapter et pour me former rapidement. J'ai déjà utilisé ça et ça, qui est plus ou moins similaire ou complémentaire, peu importe, et je vous prouverai que ça fonctionnera. Ouais. Ouais, donc dernière question, parce qu'après on va devoir libérer la salle. Ça c'est plus la partie de ma RH. En fait, on a une RH de l'entreprise qui fait ce screening des CV, qui derrière nous envoie et nous on fait le deuxième passage. Ces critères à elle, d'abord le background scientifique, clairement. Il est capable de faire le travail. Moi, elle m'en passe en tout cas aucun qui ont pas ces capacités-là. Et après, sur le CV, il ne va pas se passer grand-chose à part ça. Ce qui va se passer, c'est vous qui relancez, qui appelez, qui dites « Ah, je vous envoie un CV, je ne sais pas si vous l'avez eu. » Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Il faut montrer que vous êtes motivé, que vous êtes motivé et que vous allez faire le boulot. Et que, bon, oui, des fois, il faut travailler tard, vous allez travailler tard, c'est pas grave. Mais c'est ça qui a fait la différence, en tout cas, sur certains CV pour elle. Après, c'est plus du détail. Des fois, elle me dit qu'il y a une personne qui sur sa photo, qui était comme ça. Ben non, tu ne me regardes pas de haut. Enfin, sur ta photo, tu as une photo neutre, normale, tu regardes. Enfin, voilà, c'est bon. Mais c'est surtout, après, donc, la motivation pour décrocher l'entretien. Je vais faire le boulot, croyez en moi. Et après, pendant l'entretien, le savoir-être. Donc, comment vous connectez avec la personne, comment vous êtes renseigné, voilà. Et c'est principalement sur ces points-là, en tout cas, moi, que ça fait la différence. Bon, merci à tous. Alors, on va laisser la place à la table ronde sur le Big Data. Mais si vous voulez continuer de discuter avec nous, je pense on peut se rendre encore disponible quelques minutes. En tout cas, merci de votre attention et puis bon forum.